Laurent, bonjour Laurent, on y est, on connaît la liste des engagés pour les 24 heures du Mans que vous pouvez voir dans ce nouveau numéro de Track Limit. Voilà, on vous l'a fait défiler, on va revenir au début, c'est évidemment mieux. Mais ça y est, la liste des engagés des 24 heures du Mans 2024, encore provisoire comme vous pouvez le voir, mais on a enfin la totalité des équipages puisqu'il y a encore quelques points d'interrogation. Et avec Laurent dans ce nouveau numéro de Track Limit, on va passer en revue un petit peu les nouveautés de cette nouvelle version de la liste des engagés. Laurent, on va commencer par ce point qui était forcément très attendu, Sébastien Vettel ou pas Sébastien Vettel. Porsche a fait le choix, Porsche a choisi, on va dire, l'expérience, le même équipage qu'il y avait sur la numéro 75 l'an dernier, Mathieu Jaminet, Felipe Nasser et que je ne me trompe pas, Nick Tandy, voilà, c'est ça. Bon, c'est une décision, on va la dire logique, Laurent, c'est quand même, il faut gagner les 24 heures du Mans pour Porsche. J'ai aucun doute sur la qualité de Sébastien Vettel en tant que pilote. Mais là, on a 3 pilotes qui connaissent l'épreuve, qui connaissent la voiture, qui connaissent l'endurance. C'est quand même, à mon sens, un choix logique. Est-ce que c'est un peu ton avis ? Oui, c'est mon avis. Ça aurait été un peu bizarre de faire débuter Sébastien Vettel au Mans sans avoir fait de course auparavant. Puisqu'il y a les 6 heures de Spa, mais les 6 heures de Spa, les équipages sont complets, il n'y a que 2 voitures et pas 3. Alors, il est vrai que Porsche aurait peut-être pu aussi, on l'a vu dans le passé, faire rouler une 3e voiture pour Spa, mais il y a aussi un nombre de places à respecter. Donc voilà, je pense qu'on a plutôt joué la sécurité en faisant rouler des pilotes qui connaissent bien et la voiture, et la course, et le team, pour essayer d'arriver à décrocher cette victoire après celle des 24 heures de Daytona en IMSA. On est d'accord, c'est évident que, connaissant l'exigence de la course du Mans, il faut quand même avoir aussi cette expérience de l'épreuve. Là, on a 3 pilotes qui l'ont, sans compter évidemment l'expérience de la voiture, même si Sébastien Vettel avait pu rouler uniquement en essai. C'est un choix qui est compréhensible de la part de l'encadrement Porsche. Forcément, la présence de Sébastien Vettel, ça aurait amené une visibilité, voilà, on cache jamais que dans la course, il y a aussi l'aspect marketing, on est d'accord, Laurent, mais là, on reste quand même sur les 24 heures du Mans et on sait que Porsche, il faut gagner. C'est reculé pour mieux sauter, je pense. Oui, on se doute qu'il a sans doute des envies. Porsche a peut-être également envie d'avoir Vettel dans son line-up futur. Bon, on verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, on verra. Personnellement, c'est un choix que j'aurais trouvé même peut-être aussi un peu dur pour lui, parce que commencer sur la plus grande épreuve au monde avec toute l'attente qu'il y a autour, toutes les exigences, comme je disais, par rapport à cette épreuve, par rapport à la voiture, bon, ça aurait peut-être été un peu compliqué. Bon, là, je pense que Porsche a fait le choix de la raison, on va l'appeler comme ça. Et il n'a pas roulé de nuit, Et il n'a pas roulé de nuit en plus. Bon, comme tu disais, il n'allait pas faire la course de Spa qui est ce week-end. Ça faisait quand même pour beaucoup d'inconnus à mon sens. Là, c'est le choix, voilà, comme je dis, de la raison. 3 pilotes qui connaissent la voiture, qui se connaissent. Bon, je pense que ce choix-là, Porsche, j'espère, il n'y a pas de raison, mais ils ne le regretteront pas, puisque voilà, ils ont toutes les cartes en main pour bien faire, sachant que la voiture est performante en plus depuis le début de la saison. Et comme je le dis, c'est un équipage d'expérience aujourd'hui, donc pour moi, c'est le bon choix. C'est le bon choix. Après, on verra la réalité de la course, mais c'était effectivement, Laurent, le point principal de le point d'interrogation principal de cette liste des engagés des 24 heures du Mans au niveau hypercar, évidemment, puisque il y avait la plupart des équipages, on est d'accord, étaient déjà composés. On n'avait que peu de doutes sur ce qui allait sortir dans cette liste. L'autre point, Laurent, c'était, alors ça a été annoncé un petit peu avant la révélation de la liste, mais c'est la présence de Felipe Drugovich sur la numéro 311 du Willen Cadillac Racing. On vous l'avait indiqué il y a quelques jours sur Endurance Info, donc pour vous, c'est pas une surprise si vous nous lisez régulièrement. Qu'est-ce que tu penses, toi, Laurent, de ce choix de Felipe Drugovich ? Bon, là, il y aura aussi cet aspect débutant, mais bon, Felipe Drugovich, il a quand même un peu plus d'expérience en endurance. Un peu, c'est vraiment un peu, quand même. C'est un peu.
on attendait plus. Moi, j'attendais plus un Alexander Sims, par exemple, qui connaît plus la voiture. Et surtout pour une course aussi spécifique que Le Mans, on sait que Wellen n'a qu'une seule voiture, comme l'année passée d'ailleurs. Mhm. Et que, bon, on attendait peut-être plus un Alexander Sims qu'un Felipe Drugovich. Alors, Felipe Drugovich a une expérience en endurance qui est quand même relativement limitée avec l'European Le Mans Series, puisqu'il roule chez Vector Sport. Mais bon, on a choisi une autre voie que la voie de la sagesse ce coup-ci, où je te dis, où Sims pour moi était plus à son aise dans cette voiture. Mais bon, on a décidé de faire confiance à Drugovich, donc on verra. Peut-être que ça marchera très bien. Hein. Bon, on a vu, Quand on a quand vu Porsche a gagné Le Mans avec Hülkenberg, personne n'aurait parié sur Hülkenberg. C'est ce que j'allais te dire. On a vu Et au des final, débutants ça l'avait fait. Donc, on verra. C'est à la fin du bal qu'on compte, tu vois, qu'on compte les musiciens. Non, qu'on paye les musiciens. qu'on paye les musiciens, qu'on paye, on paye. Faut les laisser, Ouais, on les compte on les avant et laisse on jouer les d'abord. On voit après leur prestation. Laurent, pas d'autres surprises. Hein, on est d'accord sur cette liste des engagés. Chez Alpine, Ferdinand Habsburg est mentionné. On sait qu'il est en convalescence après cet incident en essai. C'est Jules Gounon qui est ce week-end en remplacement à Spa. Bon, on espère que Ferdinand Habsburg déjà va se remettre à 100% de cette blessure et qu'effectivement il pourra tenir sa place pour le double tour d'horloge du mois de juin. Après, pas de surprise, hein. Chez Toyota, évidemment, tout était calé. Chez Cadillac Racing, également pas de surprise avec la présence de Sébastien Bourdet sur la numéro 3 avec Renger van der Zandt de Scott Dixon. Isota Fraschini avait déjà évidemment confirmé son équipage, tout comme les équipages du Hertz Team Jota, BMW, Lamborghini, Ferrari. Ouais, pas de surprise de ce point de vue-là, et Peugeot également. On était calé. Vas-y Laurent. Ce qu'il faut signaler quand même, c'est qu'il y a la deuxième Lamborghini, la deuxième Cadillac de Cadillac Racing et la troisième Porsche. Et donc la 311 doit sa place à une invitation donnée par l'IMSA. Oui. Et que quand même on a 23 protos dans la catégorie hypercar, ce qui est évidemment un record. Et pour la première fois, on n'a que des prototypes équipés d'un système hybride, que ce soit LMH et LMDH. Et que pour la première fois aussi depuis bien longtemps, Michelin, qui est le manufacturier pneumatique unique de la catégorie hypercar, sera pas en nombre cette année au 24 heures du Mans sur la totalité des voitures, puisqu'il n'y a plus de catégorie GTE Pro, enfin GTE, pardon, aussi bien GTE Pro que GTE AM, et que Michelin, sur les 62 voitures, aura cette année les 23 voitures du plateau hypercar, mais pas de LMP2 puisque c'est Goodyear, pas de LMGT3 parce que c'est Goodyear aussi, et que Goodyear, du coup, on renverse un petit peu l'équilibrage. Pour Goodyear aura 39 voitures et Michelin aura 23 voitures. Justement, ce LMP2, Laurent, on va dérouler un petit peu cette liste. Hein. On voit que là encore, la plupart des équipages étaient annoncés, ou tout du moins, voilà, on avait. Il y avait des trous, hein. Il y avait des trous, mais pour beaucoup, quand même, l'architecture était faite. En plus, on a eu des annonces, encore une fois, qui ont été faites juste avant la révélation de la liste. Je pense notamment, on va prendre quasiment dans l'ordre, mais notamment Patrick Pilet qui va rouler chez Vector Sport. C'est bien de revoir Patrick sur cette épreuve qu'il affectionne, en plus une catégorie aussi qu'il affectionne, Laurent. Ouais, oui, c'est pas la première fois que Patrick va rouler en LMP2. On se souvient de son arrivée un peu tardive quand il avait remplacé un pilote chez IDEC qui n'avait pas roulé. Et depuis là, en fait, Patrick, il a fait une bonne partie de sa carrière en Porsche au Mans, et ces dernières années, c'est plus en LMP2, de part aussi le fait qu'il ne soit plus, on va dire, factory driver avec Porsche. On était censé avoir 15 LMP2, on en a 16, ce qui est plutôt pas mal. Alors oui, on peut encore critiquer le fait qu'il y ait que ce soit monotype, que ce soit codé Eureka 07, mais ça, c'est comme ça. Hein, maintenant, il faut s'y habituer. Et bon, moi aujourd'hui, personnellement, ça me choque pas. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut signaler par rapport au nombre. On sait qu'on a une égalité parfaite, ce qui n'était pas prévu à la base, entre LMP2 Pro et LMP2 Pro Am. C'est ce que j'allais dire. On a des équipages qu'on demandait à changer de Pro à Pro Am. Et là, pour la bonne et simple raison, c'est que pour avoir discuté récemment avec pas mal d'équipes, les équipages ont quand même été assez difficiles à monter d'un point de vue financier.
Ça coûte cher. On peut pas dire que l'économie en ce moment aille soit au beau fixe. Et forcément, c'est un peu compliqué. Et donc, il a fallu faire des concessions. On a vu qu'Albert Costa, notamment, avait un petit peu sauté chez Nielsen Racing, qui est obligé de laisser sa place. Alors qu'Albert Costa, ça fait partie, enfin, pour moi, ça fait partie des pointures de la catégorie LMP2, enfin, même en GT d'ailleurs, et qu'il est vainqueur sortant avec Inter-Europol. Et qu'au Exactement. final, il n'y a pas de baquet. Donc ça, c'est quand même assez, c'est quand même un peu inquiétant. Et qu'il y a quand même des équipages qui se sont bouclés à la dernière minute. Et on a quand même pas mal de changements par rapport à ce qu'on a en ELMS avec des équipages qui ont été recomposés, remaniés. Et on a quand même pas mal de nouveautés. Comme tu dis, voilà, l'architecture était présente, certes, mais effectivement, il y a quelques changements, plusieurs changements, comme tu le rappelles. Euh, Par contre, le niveau, certes, il y a du changement, mais le niveau sera encore une fois très relevé. Alors, il y a des équipages pro-am, hein, et comme en égalité avec les pros, si on peut appeler ça comme ça. Il y a quand même des équipages pro-am qui, à mon avis, pourront largement jouer la victoire au général du LMP2. Je pense à l'équipage AF Corset avec François Perraudot, Ben Barnicot, Nicolas Varone. Faudra peut-être dans le jeu des pronostics pas délaisser les pro-am pour dominer la catégorie LMP2. T'es un peu d'accord ou tu Ah, penses que ça les pros auront quand même une prédominance, on va dire? bah, le truc, c'est que tu es face quand même à la course, à une course d'endurance qui est très dure, qui est très compliquée, où il peut y avoir pas mal d'aléas, aussi bien météorologiques que techniques. Maintenant, bon, le niveau en P2 entre guillemets pro est quand même hyper relevé, mais t'es pas à l'abri de problèmes techniques, d'abandon. Et c'est sûr que tu as des équipages pro-am qui peuvent peut-être arriver à se faire une place, hein. Il faut toujours composer avec les temps de conduite des pilotes. Généralement, le pilote bronze, qui pourtant, même si c'est lui qui amène une grande partie du budget, c'est quand même lui qui a tendance à se mettre en recul quand tu veux jouer le résultat. Après, on va laisser rouler au maximum les pilotes pro. Ouais. Avec Inter-Europol, vainqueur sortant qui retrouve Le Mans cette année avec Jakub Smikowski, Vladislav Lomko et Clément Novalak. Et Inter-Europol qui sort d'ailleurs d'une victoire, Laurent, en ELMS au Paul Ricard, une victoire convaincante, hein, puisqu'ils ont même entreaperçu le doublé, un problème technique qui a empêché cela, mais ils arrivent lancés et sur la victoire au Paul Ricard et sur leur victoire de l'an dernier. Et puis après, les habitués de la scène Ah, LMP2 et la scène LMS. c'est On cite United, on peut citer Nielsen, on cite Algarve, Duquesne, DKR. Cool Racing évidemment sera là. Panis Racing aussi. c'est quand même la catégorie de la fidélité, on va dire. Je veux dire, Exactement. les Exactement. équipes LMP2 qui étaient en WEC avant et qui souhaitaient se servir de la catégorie LMP2 pour que ce soit un tremplin pour aller en hypercar comme WRT et Prema avec Lamborghini. Ces gens-là sont passés dans la catégorie Rennes et tu retrouves maintenant que tu n'as plus de LMP2 en WEC, bah, tu retrouves les équipes LMP2 qui roulent en European Le Mans Series. Donc il n'y a pas il a pas de surprise il n'y a pas de surprise au niveau des équipes et je ne pense pas qu'on voit pléthore de nouvelles équipes dans les années qui viennent, même si on n'a pas eu l'annonce officielle d'un prolongement de la catégorie actuelle LMP2. Mais bon, ça semble quand même être plutôt dans les tuyaux, ce qui, je pense, mais ça c'est un avis personnel, est plutôt dans le bon sens d'un point de vue économique. Ça permet aussi aux équipes de rentabiliser les voitures un peu plus longtemps. Ça permet peut-être aussi aux législateurs de peaufiner un peu le règlement pour pouvoir fournir un règlement qui respecte une équation économique qui tienne la route et aussi avoir des voitures qui plaisent aux pilotes, ce qui était le but et ce qu'est la catégorie LMP2 actuelle. Même si c'est une catégorie LMP2 actuelle qu'on a vu un peu en dents de scie, parce qu'on les a un peu bridés pour leur lâcher un peu maintenant que les hypercars ont pris un peu d'air. Mais le plateau est toujours aussi, le plateau en LMP2 est toujours aussi intéressant. Oui, qualitatif. Et tu fréquentes les paddocks tout comme moi. Tu sais que les pilotes ou les équipes apprécient, et le public aussi apprécie cette catégorie parce que on nous le dit souvent, c'est aussi là où on voit le travail des équipes puisque tout le monde et des pilotes puisque tout le monde a la même voiture. Bah, Donc celui qui travaille le mieux en général est le mieux récompensé. alors moi, ça c'est ce qui me fait plaisir. Maintenant, il est vrai que tu peux regretter que toutes ces voitures soient des châssis identiques.
le moteur identique, mais ça peu importe parce que même si le châssis est différent, le moteur est identique, les pneumatiques aussi. C'est le seul bémol que moi je trouve ces dernières années, c'est que c'est très lisse, tu vois, les mêmes La pneus, diversité, les oui, mêmes oui. moteurs, donc c'est un peu dommage par rapport à ce qu'on avait avant en termes de diversité où tu avais, mais ça, bon, c'est un temps qu'on connaîtra plus, mais des voitures ouvertes, des voitures fermées, des différents looks, alors que maintenant c'est quand même très très standardisé. Mais maintenant, oui, alors les détracteurs vont te dire que c'est chiant parce que c'est codé Eureka 07. Maintenant, c'est l'Eureka 07 qui a été préféré par les équipes. Bah, faut l'accepter et comme ça, au moins, comme tu le dis, ça permet de mieux voir et de mieux cerner qui travaille bien et qui fait du bon taf. Laurent va passer à la dernière catégorie qui fait ses débuts aux 24 heures du Mans, le LMGT3. Là également, la plupart des inscrits que l'on avait vus étaient connus, hein, puisqu'ils sont évidemment issus pour la quasi-totalité du championnat du monde. On rappelle qu'il y avait en invité la Ford Mustang de Proton Competition, la McLaren la McLaren du Inception Racing, plus l'arrivée de JMW Motorsport, un des fidèles de l'épreuve, du GR Racing, également fidèle, et de Spirit of Race, pour compléter le peloton des voitures qui sont engagées à l'année en championnat du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire, Laurent? Pas de surprise que ce soit sur évidemment les voitures du championnat du monde et encore moins sur celles des 24 heures du Mans. On notera la présence de Chris Smith chez Proton qui sera de la partie, lui qui est pilote officiel Ford cette année après avoir longuement œuvré pour le clan Audi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette liste LMGT3 par rapport Bah, aux voitures dont on ne connaissait pas encore la totalité des équipages? moi, j'ai pensé à un moment que Proton allait retirer sa troisième Ford pour faire entrer la deuxième 963 dans la catégorie Hypercar. Mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, donc on a toujours une Ford Mustang supplémentaire. Après, ça, c'est un peu l'année de la nouveauté pour tout le monde, hein. Le fait que tu aies une nouvelle catégorie, tu as un nouveau, entre guillemets, manufacturier pneumatique avec Goodyear en WEC, et donc en 24 heures du Mans. Des nouvelles voitures, même si, bon, les voitures qui roulent, alors, mis à part certaines, comme les nouvelles, comme la Ford Mustang ou la Corvette, même si ces voitures-là ont fait les 24 heures de Daytona, mais les autres ont quand même plus d'ancienneté avec les 24 heures de Spa, toutes les courses GT World Challenge Europe, où c'est quand même des courses d'endurance. Donc moi, je me fais pas de soucis. On n'est plus en 2006-2007 avec des voitures de coupe monomarque dérivées pour la compétition. Donc il y avait quand même des problèmes sur la durée. Là, tout est affûté. Les équipes, c'est des équipes qui arrivent pour la plupart du LMGTE ou qui arrivent du GT3 dans d'autres championnats et donc qui sont rodés à la tâche. Donc là-dessus, moi, je vois pas de problème particulier, de problème majeur. Je pense que ça va même être une course intéressante. Alors, on peut regretter aussi que ce soit du pro-am. Maintenant, là aussi, le problème, c'est toujours pareil, c'est que si tu mets du pro, après, les gens vont gueuler parce que ça coûte trop cher. Et là, si tu mets que du pro-am, les gens vont gueuler parce qu'il n'y a pas de pro. Donc, à un moment, on peut pas dire qu'il faut alors, que ça coûte moins cher, non, parce que le GT3 coûte pas moins cher que le GTE sur un programme complet. Ça, c'est clair parce que toutes les équipes sont d'accord là-dessus, que le coût est quand même élevé. Mais maintenant, tu as quand même t'as quand même une belle diversité, même si évidemment il manque Audi, il manque Mercedes. Oui, après le format Pro-Am avait été annoncé tout de suite, donc c'est sûr que c'est pas une surprise en soi de ne pas avoir des équipages pas pro en tout cas cette année. On verra ce que le futur nous réserve si un jour on en revient à avoir des équipages pro, mais moi quand je vois cette liste des engagés avec quand même toutes les marques, la quasi-totalité des marques représentées, qui sont aujourd'hui en GT3, on a quand même un plateau enviable, Ouais, plus qu'enviable même, parce qu'on a quand même, et, on l'a vu d'ailleurs dans les premières courses, que ce soit au Qatar ou que ce soit à Imola, ça donne des belles courses quoi, dans la classe. Quoi. et en plus, si tu prends le plan global, c'est-à-dire sur la liste complète des engagés, sauf erreur, tu as quand même 46 rookies sur les trois catégories confondues. Alors, il faudrait faire le calcul par rapport aux années passées, mais je pense que c'est plus que les années passées. Évidemment, comme tu as plus
de GT3 en Pro-Am où tu as forcément un bronze par voiture, bah, ça a incité aussi les bronzes à s'intéresser. Tu as déjà toutes les voitures qui roulent en WEC, plus les voitures invitées. Et tu as pas mal de pilotes bronzes qui vont découvrir les 24 heures du Mans, hein. Je peux en citer un comme ça qui me vient à l'esprit, c'est Darren Long, par exemple. Il y a James Cottingham. Donc il y en a quand même plusieurs, si tu veux, qui vont débuter au Mans. Donc ça a modifié un petit peu l'échiquier au niveau des équipages. Et après, vu que tu as beaucoup de rookies, tu as quand même des pilotes qui étaient quand même habitués à faire les 24 heures du Mans, comme on l'a écrit dans un article, ce qu'il fallait retenir de la liste. Tu as quand même, enfin moi je vais pas dire, enfin choquant, ouais. Enfin moi je trouve ça vraiment désolant de pas voir. Même si je sais que tout a un temps pour tout, mais tu n'as pas de Romain Dumas, tu n'as pas d'Olivier Plat, tu n'as pas de Jimmy Bruni, tu n'as pas de Julien Canal, tu n'as pas d'André Negrao. Les historiques des dernières années qui, effectivement, dans un sens, paye, je ne sais pas si on peut appeler ça paye, mais qui sont malheureusement tributaires, effectivement, de ce renversement dans les catégories au niveau des nombres. Et puis des mecs qui font partie des pointures. Je veux dire, peut-être que Romain est peut-être le plus âgé des pilotes que je viens de citer, mais quand tu vois le palmarès qu'il a, l'expérience sur une course comme ça. Toujours se souvenir d'Henri Pescarolo quand il faisait rouler des jeunes, alors que Henri était quand même sur la fin de carrière de pilote. Quand tu vois l'expérience que ça a apporté aux jeunes pilotes, que ça les a... tu vois, pour se faire à la course et tout. Alors, je veux bien croire que les temps ont changé, qu'on n'est plus comme on était, que maintenant les jeunes roulent beaucoup, avec les différents championnats qu'il y a partout. Donc, c'est des pilotes qui roulent quand même quasiment tous les week-ends et même des gentlemen. Et ne pas avoir ces pilotes-là au départ des 24 heures, ouais, moi, ça me chagrine un peu. Alors, je veux bien croire que tu peux pas mettre tout le monde, ça c'est sûr. Mais maintenant, dans certaines équipes, ce que je peux comprendre, c'est que tu privilégies aussi l'équation financière, ce qui est normal parce que sinon tu ne boucles pas. Oui. Mais par contre, c'est au détriment de pilotes. C'est comme ça. À un moment, il faut l'accepter et on n'a pas le choix. Non. Et c'est peut-être là, effectivement, où les autres années, on avait une catégorie, notamment GTE Pro, où c'est des pilotes qui, si n'étaient pas placés dans la catégorie reine, ils étaient souvent basculés là-dessus. Voilà, l'architecture aujourd'hui du championnat, hein, parce que ça reste quand même une course du WEC, donc Hypercar et LMGT3 donne ce panel aujourd'hui. Il y a toujours des perdants, et malheureusement, c'est vrai que des grands noms ne seront pas là cette année. On verra ce que réservera le futur. Mais je te rejoins sur ce point-là. C'est vrai que c'est dommage de ne pas voir ces noms qui ont marqué l'histoire pour certains, ou sont des habitués et peuvent faire jouer leur expérience ou des voitures, mais surtout de la course, quand on sait l'importance qu'a cette expérience, cette connaissance des subtilités de l'épreuve au Mans pour essayer d'être performant. On peut avoir une très bonne voiture si on n'a pas la connaissance à un moment de comment ça se passe, comment ça se déroule, ces fameuses transitions des séquences de courses nocturnes avec le retour au jour. C'est quelque chose qui est pas inné, et ça, il n'y a que l'expérience qui fait ça c'est certain. Et puis, c'est pas comme si ces pilotes n'avaient pas eu de contact ou tu vois, étaient restés en dehors de tout. C'est des pilotes pour avoir discuté quasiment avec tous, ou avec tous même. C'est des pilotes qui avaient des contacts à droite à gauche, mais les contacts se sont pas finalisés parce que les équipes privilégient le côté financier. En fait, c'est même pas que ces pilotes ne sont pas attractifs, parce qu'on veut bien d'eux. Le seul problème, c'est que je sais pas, t'es pas trop d'équipe, tu vas pas demander à un Romain Dumas ou à un Olivier Plat ou à un Jimmy Bruni. Alors Jimmy Bruni, c'est un peu différent parce qu'il est quand même encore plus proche de Porsche. Mm-hmm. Mais tu vas pas demander à ces gens-là d'amener plusieurs centaines de milliers d'euros. Mm-hmm. Et maintenant, et à contrario, tous les pilotes qui amènent du budget amènent pas forcément un budget conséquent comme il faudrait normalement. Donc tu as aussi des équipages qui sont montés à la dernière minute et que peut-être qu'en fin d'année, il faudra remettre de l'argent au pot
parce qu'à un moment, il va y avoir un trou en fin de saison. Mhm. Et ça, ça c'est problématique, mais c'est pas problématique avec Le Mans, hein, c'est problématique avec la vie actuelle et le sport auto actuel. Hein. Ça coûte de plus en plus cher, tout augmente. J'entendais tout à l'heure à la télé, tu as des stations-service sur l'autoroute aujourd'hui qui vendent le carburant 2,40 € le litre, si tu veux. Donc tout a augmenté. Je veux dire, euh, on tape aussi sur les promoteurs qui évidemment faut augmenter, mais eux aussi payent le circuit plus cher, payent les infrastructures, payent le matériel, payent. Donc au final, qui paye à la fin de la chaîne? Bah voilà. Et c'est pour ça que tu as des équipages qui se sont montés au Mans à la dernière minute aussi. Parce que c'est une course qui dure 24 heures, tu as la journée test une semaine avant, c'est la course la plus médiatisée, c'est la course qui coûte le plus cher. Donc forcément, quand tu fais l'équation et que tu arrives à la fin, quand tu vois ce que ça coûtait en, je sais pas, allez, 2012, la première année du WEC, et ce que ça coûte en 2024, ça a pulvérisé. Mais Ouais, comme bien le sûr. coût de la vie entre 2012 à 2024 a aussi pulvérisé. Bah, et d'autant plus, on le voit malheureusement ces derniers temps, du fait du contexte global, hein, au-delà du sport auto, c'est sûr que l'inflation, la période inflationniste a touché tous les aspects de la société, hein, pas que le sport auto, et donc le sport auto a été touché. Et comme tu dis, il faut répercuter ça à un moment. Et c'est sûr que je pense pas qu'il y ait une équipe qui dise à un Romain Dumas, un Gianmaria Bruni, non, on veut pas de toi. J'ai un peu de mal à le croire. Mais effectivement, à un moment, l'aspect, le chiffre en bas du tableur Excel pour monter le programme, bah, il rentre en jeu, quoi. Et on peut être un double vainqueur du Mans, on peut être un pilote avec d'expérience dans toutes les catégories possibles inimaginables. Et bon, on se retrouve à pied cette année, Mais, en partie à mais cause de ça. Ouais. après, si tu veux, la billetterie a fonctionné, c'est sold out, donc ça c'est bien. Tu vois, il y aura du monde. Il y avait déjà du monde l'année dernière, et on peut pas dire enfin là on parle du Mans, mais que le sport auto en général n'intéresse plus parce qu'il y a du monde partout. Le week-end dernier à Brandzach, il y avait près de 20 000 Ouais, personnes. on l'a vu. Imola a été un grand Le, succès. On le sait LMS, il y que. avait du monde au Paul Voilà, Ricard. exactement. GT World Challenge, il y avait du monde. Même, tu vois, la finale, même d'un championnat national, tout ce qui est camion, moto, Mhm. voiture, tout ça, il y a du monde. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ouais, pour en venir à la discussion du départ, c'est un peu dommage que tous ces pilotes-là soient pas sur la grille. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde, il n'y a que 62 voitures. Donc il faut plus de voitures dès l'an prochain. C'est ce que tu me dis? Il faut plus de voitures. Oui, parce que je pense que, enfin, il y a il y a dû y avoir nettement plus de dossiers que le nombre de places. Maintenant, tu peux pas pousser la voie des stands indéfiniment. Et si tu prends la décision de le faire, faut que tu sois sûr de pouvoir le faire sur la durée et pas sur un one shot, parce que ça a aussi un investissement pour le circuit. Et qu'avant de faire des investissements en 2024, je pense que tout le monde réfléchit où est-ce que tu mets le moindre euro, parce que tu risques de le prendre dans la tête si jamais ça fonctionne pas. Il suffit que tu aies un grain de sable comme on a eu le Covid en 2020 et puis tout peut capoter, tout peut vite capoter. Hein. Je te rappelle qu'en 2020, tout le monde a annoncé la fin du sport La auto. fin, Hein. exactement. Tout le monde Tu était vois, mort. et 4 ans plus tard, il n'y a jamais eu autant de voitures sur les circuits dans les différents championnats et tout tourne à plein pot. Mais il faut assurer à pérenniser l'avenir. Donc pour des courses comme Le Mans, comme Daytona, comme Spa, le Nürburgring, toutes ces courses majeures emblématiques, bon, ça a toujours une aura, tu vois, mais après, il faut aussi pérenniser la base. C'est un vaste Voilà. sujet dans Bon, là, lequel on on sort du rentrera Mans. pas aujourd'hui, Laurent, mais tu Ah as non, là, on raison, sort des 24 heures du Mans. c'est sûr, c'est sûr. Mm. Laurent, on a fait le tour de cette Ouais. liste des engagés. Maintenant, le compte à rebours commence, hein, puisqu'on est à un petit peu plus d'un mois de l'épreuve. On rappelle, il y aura la journée test une semaine avant. On aura les premiers roulages d'importance toujours, pour notamment, comme tu dis, les nombreux rookies. Ça sera une date charnière dans cette préparation des 24 heures du Mans. Ceux qui n'ont jamais roulé sont en train ou ont déjà passé le test en simulateur également.
Nous, on donne rendez-vous, évidemment, on sera évidemment sur place à partir de la journée test et dans la semaine Mancel pour vous faire vivre tout ça. Laurent, on se donne rendez-vous très prochainement encore sur un nouveau numéro de Track Limit. Sur, maintenant vous le savez, en vidéo et en version audio. D'ailleurs, on tenait à vous remercier parce qu'on a été assez surpris par le nombre de vues. On s'attendait pas, alors c'est pas des chiffres forcément mirobolants, mais on pensait pas que la version vidéo du dernier sur Imola serait reçue comme elle a été reçue. Et on vous en remercie, donc on espère que ça va progresser au fur et à mesure. On part de zéro à ce niveau-là et on espère progresser toujours petit à petit dans les prochains numéros. On travaille aussi sur la technique, c'est quelque chose que vous nous avez mentionné. On essaie, mais comme on vous dit, on n'est pas dans le même local, c'est pas toujours évident. On progresse, on essaie de travailler. Laurent, en tout cas, merci pour ce Merci petit à toi. tour d'horizon de cette liste des engagés. On vous invite évidemment à aller voir le site Endurance Info. On a fait des articles un peu plus détaillés, voilà, avec des statistiques. Et évidemment, on continuera à suivre l'évolution de la préparation des 24 heures du Mans sur le site dans les jours qui viennent. Laurent, ce week-end, c'est WEC avec les 6 heures de Spa. Il y aura Thibaut sur place et on reviendra évidemment durant tout ce week-end sur toutes les différentes séances avec les comptes rendus, les interviews et les coulisses de cette manche. Et évidemment, on débriefera cette troisième manche du WEC dans un prochain numéro de Track Limit. Laurent, merci à toi et on vous donne rendez-vous prochainement dans un nouveau numéro de Track Limit sur Endurance Info. Merci.